Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, un podcast sur l'illustration dans le milieu du jeu de rôle. Être illustrateur, qu'est-ce que ça veut dire? Avec Thomas Poussou. Thomas, ça va? La forme, la pêche, la patate? La pêche. La pêche, c'est très bien. Nous sommes en compagnie de Olaf. Salut. Olaf Vardoum. Non, on n'essaie même pas. Vas-y, Olaf Doom Vardang. dis-le quand même. Vas-y. Olaf Doom Vardang. Doom Vardang. Vous entendez ça? Et vous l'avez peut-être lu sur Antonio Bay parce que c'est là-bas qu'il s'exprime beaucoup. Et avec lui, Seishiru. Seishiru tout court pour ce podcast. Voilà. Alors, Salut. fais entendre à nos auditeurs ta magnifique voix parce que tu es un petit peu trop éloigné de ton micro. Voilà. C'est normal. Eh bien, bonjour. Alors, vous faites tous les deux partie d'un... Enfin, vous possédez tous les deux un blog qui s'appelle Chaos Spider. Tout à fait. Les araignées du chaos. Ou l'araignée du chaos. L'araignée du chaos, tout simplement. Donc vous ne formez déjà plus qu'une seule conscience, alors. Tout à fait. Alors, qui êtes-vous? Sur quel projet est-ce que vous avez travaillé? Présentez un petit peu à nos auditeurs le matos, quoi. Seishiru, est-ce que tu veux commencer? Vas-y, Olaf. Je te passe Olaf. Ok. Alors, on va dire que on fait l'affiche d'Eclipse depuis l'édition numéro 7. Ouais. Ça, c'est une production avec donc une association qui s'appelle la Lune Rousse, qui fait partie de la Screb, basée à Rennes. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Tout à fait. C'est là qu'on a commencé à se dire, ça serait pas mal de faire un podcast sur l'illustration, JDR, tout ça. Carrément. Ça fait des années qu'on en parle. Mais là, on peut le faire. Lors de la 7e édition. Attends, c'était où la 8e? Attends, on est à combien là de la Lune Rousse? C'est la 10e en 2012. Oh la vache. Ça, c'est ouf quand même. La dernière convention de l'année. Ouais. La fin, après il n'y en aura plus. Car plus personne n'existera. Ah oui, c'est vrai, exact. Ça sera bientôt. Attention, allez-y tous, il faut en profiter. Alors, donc, l'affiche. Ouais. Tous les ans. Depuis cette édition, donc en 2008, je crois, 2007. Enfin, 7e édition. Donc, autrement, un stand là-bas? Ouais, carrément. On a fait d'autres salons aussi. On fait partie donc de mouvements plutôt underground du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on fait de la production, qui est dite amateur. Ouais. On propose nos services à pas mal de petites associations. Ouais. Dernièrement ou prochainement, on va faire aussi les 24 heures de jeu à Tex pour la 9e édition. Ouais. Donc ça fait 3 fois qu'on va y aller. C'est celle qui est chapeautée par le club de jeux de rôle de Pika, c'est ça? Tex, oui, je crois, oui, tout à fait, à Vannes. Ouais. Ça, vous voyez, le monde du jeu de rôle est petit, parce que en fait, on a l'occasion souvent d'avoir Pika sur le podcast aussi. D'accord, normal. C'est vrai que c'est les gens d'Eclipse, mine de rien, pour la Bretagne, vu que ce podcast reste quand même breton. C'est une grosse convention. Ouais. Ah non, c'est clair. On dit même que c'est une des plus grosses associations de jeux de rôle d'Europe, Rennes. C'est-à-dire que l'ensemble des associations rennaises font un pool de rôlistes qui est très grand. Tu vois, Au niveau de l'activité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur Rennes autour du jeu de rôle. Dont justement nos amis de Chaos Spider. Tout à fait. Et toi, Seishiru, alors? C'est Seishiru, comment on dit? Seishiru, c'est comme le personnage dans X finalement, de Clamp. Disons que oui, c'est ça? C'est son origine en effet. Ouais, d'accord. C'est un petit côté, pour le terme japonais, c'est Moe. D'accord. Voilà. Mais sinon, ça veut dire Cécile, donc c'est une transcription. Ah d'accord, ok, ça marche. Donc fan de manga et dans ce style-là, on peut le dire quand même. Tout à fait. Quand on regarde tes illustrations, ça semble assez évident. Voilà, depuis des années. Et donc alors je sais plus si c'est sur ton blog ou dans ta présentation, tu dis que tu es autodidacte, c'est-à-dire que tu n'as pas fait d'école spéciale, tu t'as appris toute seule en regardant les mangas et en essayant de... C'est ça? Tout à fait, durant mes cours aussi. Durant tes cours? Mes cours génériques à l'école, durant plein d'années en fait. Ok, et au téléphone quoi. On dessine, temps comme ça, tac tac. Et voilà. Et à la fin on en fait son métier quand même. Voilà, si j'ai bien compris. Tout à fait, enfin avec le temps disons. Il faut tout de même atteindre un certain niveau de personnel. Bah oui, tu m'étonnes. Et donc est-ce que vous avez participé à d'autres projets que cette affiche officiellement? Officiellement, on va dire oui, on a participé à des projets. Dernièrement, on a participé cet été au concours pour justement l'affiche de Tex. On a perdu.
Ah, vous Ça avez arrive. gardé Ouais, tout à fait. C'est pas, on n'a pas été sélectionné, ce n'est pas grave. Hein. C'est pas la première fois qu'on tente des choses et que ça ne fonctionne pas. Ça fait aussi partie de la vie c'est le jeu. de l'illustrateur. Tout à fait, carrément. Alors, quelles sont vos sources d'inspiration, Seichiro? On a commencé un petit peu à en parler. Toi, c'est clairement le manga. Est-ce que tu peux être plus précise? Je pense que nos éditeurs connaissent suffisamment le manga pour pouvoir te suivre. Il faut des titres ou bien Ouais, des titres, des auteurs, des styles. auteurs. Voilà, ben, tout à fait. shoujo, shonen, yaoi. Yaoi. Du soft, hein, pas du hard. Hein. Voilà. Mais ça se voit dans certains dessins en fait. D'accord, ok. Alors, pourquoi maintenant... Toi, pardon, excuse-moi, Olaf. Je Non, je sais pas, m'excuse les pas, sources c'est foutu, d'inspiration. là. C'est même pas la peine. Quelles sont les sources d'inspiration de ton travail? C'est-à-dire que j'aime bien... Moi, j'ai une formation, en fait, d'illustrateur. Moi, j'ai fait des études pour faire ça. D'accord. J'ai suivi un cursus à 3. Ensuite, j'ai fait un intermède, on va dire, enfin, une école, l'école Pivot, pour ceux qui connaissent. Yes. Je suis resté que 2 ans. Et ensuite, j'ai fait l'armée. Et là, je suis parti, au lieu de partir quelques mois, je suis parti 2 ans aussi. D'accord, ok. Voilà. T'as fait l'armée parce que c'était obligatoire, c'était son service ou non? C'était volontairement encore obligatoire, mais moi, c'était une motivation personnelle. Voilà, pour faire l'outre-mer. Voilà. Ça te permettait de voyager, de te former. Tout à fait, carrément. Ouais. Beaucoup de gens font ce choix-là. Nous, on a un copain qui a fait ça aussi. Carrément. C'est vrai que, bon, voilà, voyage. Et toi aussi, d'ailleurs, Tom, ça t'a tenté à un moment donné? Non, parce que en fait, j'avais pas quoi foutre de ma vie. Je me dis, après tout, et pourquoi pas l'armée, hein. Ils ont pas voulu de moi, les salauds. Oh. Et donc après, j'ai repris, trop rôliste. J'ai repris la fac. Hein. J'ai fait Voilà. on va dire un double cursus en art du spectacle et art plastique. D'accord. Ça, c'était un peu pour m'ouvrir les horizons, voir d'autres choses. Donc, on va dire que j'ai une formation classique en connaissances picturales, mais j'ai des goûts spécifiques, surtout par rapport à certains graphistes, qui soient du début du siècle. Ça va de Mucha, par exemple, à un style art nouveau assez excellent. Et jusqu'au moderne, des illustrateurs comme Sorel, qui a un trait qui déchire et que j'adore. Il a tout ce qu'il a fait, je n'aime pas tout, hein, mais son Sorel, graphisme en lui-même. Comment quand même pour nos auditeurs qui puissent aller S-O-R-E-L. S-O-R-E-L. Ah d'accord, Voilà. ok. Comme ça se prononce quoi. Il a fait L'île des morts, par exemple, en BD. Ouais. Mais son trait est assez excellent. Et en illustrateur, je dirais Roger Hope. Pour ceux qui connaissent, il a fait des couvertures de RuneQuest sous Avalon Hill et Chaosium. D'accord. Voilà. On voit d'entrée de jeu qu'au niveau de vos sources d'inspiration, il y a l'imaginaire, la fantaisie, c'est ça. C'est-à-dire que les sources d'inspiration que vous citez, c'est pas des architectes ou des, vous voyez, c'est directement très précis, quoi. Des choses liées à l'imaginaire, liées à la magie. Alors du coup, ma question naturelle, c'est pourquoi dans le jeu de rôle, mais je crois que vous venez déjà d'en donner pas mal de réponses. C'est un univers d'entrée de jeu qui vous passionne. Comment t'as découvert le jeu de rôle, toi, par exemple, Seichiro? Ça faisait plusieurs années en fait que je cherchais une personne qui s'y intéresse et je ne le rencontrais pas. D'accord. Donc j'ai rencontré Olaf et voilà, de fil en aiguille, voilà. Étant donné que c'est un passionné, qu'il a une sacrée bibliothèque, du coup, la multiplicité des thèmes, des univers, des types de personnages, des catégories, tout est là, quoi. C'est intéressant ça. Tu voulais jouer au jeu de rôle, donc t'en avais entendu parler, et ça te motivait d'approfondir le truc, quoi. Tout à fait. Voilà. Ah, ça c'est. Alors, qu'est-ce qui t'attirait dans ce média, dans ce médium, je sais pas comment dire. La richesse en fait des informations, voilà, tout ce qui, tout ce qu'en fait, ce que peut produire le cerveau en fait, l'imagination, voilà. Ouais. Donc. Et t'en as entendu parler comment? Ouais, ça nous intéresse de savoir comment est-ce que les rôlistes naissent. Est-ce que c'est par TF1, par une certaine Mireille Dumas? Mireille, s'il nous écoute. Ouais. Donc non, même pas. Ouais, c'est vrai, ça serait bien, un petit peu. On en a le projet, on n'a pas encore réussi à tout concrétiser. On a acheté les pelles et c'est bon pour y aller. Et toi, Olaf, le jeu de rôle? Moi, j'ai rencontré le jeu de rôle, ça a été un clash quand j'avais 10 ans. Je suis tombé à l'école, j'arrivais tranquillement. J'aimais bien tout ce qui était château, chevalier. Déjà, le médiéval fantastique c'était mon truc. Mais je faisais que jouer. J'ai eu la chance d'être dans une école à 10 ans où on proposait de faire du théâtre déjà. D'accord. Ça m'impressionnait. J'ai essayé d'en faire, mais j'étais carrément timide. Donc c'était impossible. Il y a un copain qui m'a vendu à 5 francs pour l'époque un bouquin noir, c'était marqué Donjons et Dragons dessus, et c'était l'édition de Solar. J'ai rien compris.
D'accord. C'était bizarre, il y avait des dés bizarres, mais c'était, ça me semblait intéressant. D'accord. Et puis après, c'était la boîte rouge, Mega, Warhammer, j'ai pas arrêté quoi. Voilà. Et d'entrée de jeu, c'est des univers qui t'ont donné envie de dessiner ouais. C'est des dessins à l'intérieur, ça te fascine? Ouais, les illustrations étaient excellentes. Je dirais dans Warhammer, ça a été vraiment les dessinateurs avaient un petit côté dessin ancien justement qui était pas mal. Les illustrateurs couleurs aussi. Moi, j'ai toujours trouvé que les dessins de Warhammer c'était comme des croquis un peu qui avaient on voyait les traits du crayon et tout. Ouais. Ça m'a toujours des crayonnés, tout à fait. Ouais, du coup, ça leur donnait un dynamisme et une force que d'autres dessins beaucoup plus lissés n'avaient pas pour cette époque-là, quoi. Et comme c'était un univers de chaos et de désolation. Ne me parle pas du chaos comme ça, là je vais fondre. Donc non mais voilà. Alors pourquoi chaos? Oui, du coup. Alors le chaos. Wow. Alors le chaos, d'où ça vient? Bon, on va dire que ça vient d'une histoire personnelle parce que à 10 ans, on va dire que j'ai perdu mon militaire, aimait le chaos. Oui, mais enfin j'ai perdu mon père, on va dire il est décédé d'une leucémie. Donc ça m'a bien calmé dans la vie. Après, dans les écrits, tout ce qui était fantastique, à 10-11 ans, je lisais tout ce qui était Stormbringer, Hawkmoon. J'étais bien barré dans tout ce qui était chaos. Ouais. J'adorais l'iconographie justement de Warhammer. Je me suis renseigné dessus. Ça m'intéressait bien au niveau, je veux dire, comportemental humain. D'accord. De calmer les autres parce que quand on mange plein la tête dans la vie, voilà quoi. Ceux qui sont cool, pas de problème. Ceux qui sont pas cool, pareil, ça mange pas la tête. Et le chaos, chaos spider, j'adore les araignées. Ça c'est un truc qui est resté de l'outre-mer. J'adore les araignées matoutou, les migales, tout ce qui est. Il y a beaucoup de personnes qui croient que ce sont des bêtes non intelligentes. J'ai vu des comportements avec ces animaux que je trouve excellents. Et voilà pourquoi c'est chaos spider. D'accord, ok. Ouais. Provoque. Tisse sa toile, comme l'artiste qui l'a créé. Comme je dirais pour tous les fans de RuneQuest, Arachne Solara. Donc il y a des références fournies, hein. Dis donc, tout a une raison. Moi j'ai une petite question. Vu que vous êtes des rôlistes, tombe bien. Quel est votre jeu préféré et pourquoi? En tant qu'illustrateur, est-ce que ça a un impact? Est-ce que l'illustration a un impact sur le choix du jeu ou pas? C'est pour ça que la question. Maintenant, aujourd'hui, je dirais oui. Le rôle de l'illustration est très important. Primordial. Ouais. C'est vrai qu'un bouquin de jeu de rôle ou un jeu de rôle qui a de mauvaise iconographie, ça le fait pas. C'est dommage, ça le dessert, même si le jeu est super intéressant. Et à contrario, tu peux avoir de très beaux jeux de rôle super illustrés, mais ils sont vides. Il n'y a pas de background, il n'y a pas de... Tu penses à Anima quand tu dis ça? Non. Non. Alors, attention, parce qu'au niveau jeu de rôle, c'est l'exemple typique, je trouve, de. Ouais, mais je l'ai pas lu. Anima, c'est un jeu. Alors attends. Je connais, mais je l'ai pas lu. Attention avec le C'est beau Anima. Ça accroche l'œil, mais quand tu fais bien attention à tous les détails. On va encore avoir des commentaires défavorables. Attention, on aurait plein. Moi, je dirais, il n'y a pas de mauvais jeu de rôle. C'est toujours ce qu'on en fait. On peut avoir une envie de faire quelque chose avec un jeu de rôle qui ne ressemble à rien, et ça deviendra un autre jeu de rôle. C'est le MJ qui fait tout. S'il met ses tripes dedans, ça devient un super MJ, super jeu. Et si les joueurs ils embrayent dessus, c'est parti. Et c'est pour ça que longtemps, moi j'ai fait du ADD et du Warhammer dans les années 80. Ceux qui faisaient du ADD disaient Warhammer, c'est pas bien, c'est bourrin. Ceux qui faisaient qui jouaient à Warhammer, regardaient ADD, ouais, c'est vieux, c'est naze, il y a des classes. Tandis qu'on évolue nous dans un système où justement il y a des carrières, c'est vachement mieux, au descend et tout. Donc moi j'ai eu les deux et j'ai bien vu qu'en fait il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de se dire ça c'est un mauvais jeu. Ça pour moi c'est la phrase en jeu de rôle quand les gens me sortent ça, je suis ouais si tu veux. C'est même pas la peine quoi. C'est non ça n'existe pas. Quand on est fan et on en fait ce qu'on veut. T'as deux personnes qui vont dire qu'il existe des mauvais jeux de rôle. Alors lesquels? Voilà, non, c'est. Non, on va pas partir là-dessus. Là-dessus. C'est vraiment un podcast sur le métier d'illustration. On pourra revenir. Tu pourras revenir. On pourra en débattre. Mais là, vraiment, on va rester sur l'illustration, sinon ça va. Mais sinon, alors c'est pas comme si c'était un débat qu'on avait à chaque fois en plus. Quoi. Oh non, pas du tout. Donc en fait, pour toi, quel est actuellement ton jeu de rôle préféré et donc pourquoi? Moi, je veux le savoir. Voilà, tu dis. J'ai beaucoup de jeux. J'ai franchement beaucoup de jeux. J'en ai 80, on va dire, 80 jeux de rôle que je suis vraiment à fond. Beaucoup. Hein. Avec beaucoup de matos, beaucoup de suppléments. J'aime bien vraiment me renseigner sur le jeu de rôle et sur tel ou tel jeu de rôle.
et pouvoir avoir vraiment un regard d'ensemble et me dire si vraiment il vaut la peine, j'achète. Voilà. Donc qu'est-ce qui t'intéresse? Justement, je vois que c'est des jeux de rôle avec beaucoup de suppléments, donc c'est surtout l'univers en fait qui t'attire le plus. Ça dépend. Quand on voit les productions de Privateer Press ils font Iron Kingdoms, donc les 2 bouquins principaux ont été traduits en français, donc c'est le guide de personnages et le guide du monde. Là dedans il y a des sacrés dessins. Voilà, des illustrations, là carrément. L'univers, justement. Justement, on retrouve un petit peu ta question, Thomas, mais on a une approche différente du jeu de rôle quand on est illustrateur ou pas? Olaf, c'est Chiru. Une analyse particulière, mais pour moi, le contenu en fait d'un jeu de rôle n'a pas vraiment de rapport avec le dessin. Si j'aime le contenu, je dépasserai mon manque de goût pour les dessins qui contiennent en fait. Donc tu cherches pas par exemple à quand tu maîtrises une partie ou quand tu joues une partie dans ta tête, tu cherches pas à la figurer par des illustrations, figer des instants, etc. T'as pas cette approche-là? Pas toujours, mais... Donc les illustrateurs sont des rôlistes comme nous tous. Comme les autres. Nous ne sommes pas différents, tout à fait. Oui, c'est pas parce qu'on sait dessiner ou qu'on dessine, on a une approche différente. On a peut-être pas s'arrêter à ça, quoi. Non, voilà, c'est pas une différence. Et est-ce que par exemple en tant que MJ vous êtes sensible à la description? Est-ce que vous allez plus décrire les bâtiments, plus décrire les couleurs, ou pas du tout? En fait, ça change rien selon vous? Parce que est-ce que moi, par exemple, si je joue à une de tes tables là, je serais surpris de voir comme tes descriptions sont. Parce que tu as un œil de dessinateur, tu vois ce que je veux dire? Alors moi, je pense que faut pas. C'est pas un œil de dessinateur, c'est des personnes, par exemple, qui s'y connaissent extrêmement en architecture médiévale ou en des connaissances médiévales, qui font un jeu médiéval fantastique. Ouais. Bon là, ils vont assurer au niveau des descriptions. Ça va être des détails, mais vraiment hallucinants. Et c'est ça qui peut emporter les joueurs dans l'univers. C'est un plus. Mais ça, il n'y a pas que les dessinateurs qui savent le faire. Ouais, d'accord. Ok. Pour toi, c'est pas quelque chose, par exemple, qui pourrait te différencier par rapport à... Non, je pense pas. Spécialement. Non. D'accord, ok, ça marche. J'apprécie Little Fears, mais je n'aime pas particulièrement les dessins, par exemple. Little Fears, excuse-moi, je connais pas. Tu ne connais pas Little Fears? Non. C'est un jeu du 7e siècle, je m'abuse, autour des peurs enfantines. Qui a été dit dans un podcast d'ailleurs. Tu ne suis pas beaucoup les numéros. Merde alors. Allez, paf. Attends. Oh putain, c'est hallucinant. Ah ouais, et c'est sorti récemment, bon, je sais pas, ça commence à avoir quelques années. Hein. Mm-hmm. Ah ouais. Et néanmoins, Thomas, pour répondre à ta question, j'ai un faible pour Warhammer. Warhammer. Voilà, pour le chaos, tout ça. Aussi. D'accord, ok, c'est ce côté-là qu'attire. Qui transforme, tout ça. Ok. Alors maintenant, on va passer un petit peu au cœur, on va dire, de ce podcast. Maintenant, je pense que nos auditeurs vous connaissent. Être illustrateur. Déjà, comment ça marche un dessin? Olaf, comment est-ce que ça fonctionne de la création du dessin, de l'idée du dessin, à sa production, à sa création? Qu'est-ce que tu peux nous retracer un peu le parcours d'un dessin dans ta tête? Ok, alors... Pas évident, je suis désolé. Pas évident du tout. Je commence d'entrée de jeu par une question. Je dirais que... Comme chaque personne, quand on pense à quelque chose, et je pense qu'il y a des personnes il y a beaucoup de personnes qui dessinent et qui se disent pas illustrateurs, mais qui dessinent, qui ont la passion du dessin et qui font avec leurs moyens, avec leurs compétences, leurs capacités, ils créent. Ils font le petit dessin qui va bien pour illustrer. Ça peut être un plan, ça peut être un personnage, et il y a de tout niveau, quoi. Je dirais ensuite, au niveau de la création même, c'est une idée qui germe. On essaie de la réaliser. Le plus dur, en fait, dans le dessin, je crois que c'est de coller l'imagination, ce qu'on a dans la tête, en fait, et à le réaliser sur le papier. Ça, c'est le plus dur. C'est que l'image que tu es dans ta tête se retrouve sur la page. Et voilà, c'est un travail de recherche. Des fois, ça peut prendre 10 croquis, ou c'est dès le premier, on peut réussir. Ça dépend. Chiru pourrait plus en parler, on dirait, au niveau de la création, parce que, en fait, au début, ça peut être un crayonné, et on y travaille. Et là, moi, j'ai la chance d'avoir une bonne complémentarité, on va dire, avec Chiru, puisque dès que j'ai fini, on va dire, un croquis, je peux lui passer, lui dire ce que je veux. La matière, la couleur, des corrections même, parce qu'on n'est pas, on peut faire des erreurs quand on fait un dessin, on voit pas forcément que le bras, il est bien placé, c'est le bon mouvement. Donc c'est intéressant cette complémentarité avec cet échange, quoi. D'accord. Donc Chiru, justement, vis-à-vis de ça. Ça dépend des procédures. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'appelles une procédure pour le dessin? Si c'est issu d'une histoire personnelle, par exemple, d'imaginer la scène, ou il faut que ça colle, oui, tout à fait, avec ce qu'on imagine, en fait. D'accord. Tout à fait. Et voilà.
Justement, on en parlait un petit peu en préparation du podcast sur le métier que c'est d'illustrer. J'avais trouvé une définition de Wikipédia, mais bon, ça peut nous permettre de lancer un peu le truc. Une illustration, on nous dit dans Wikipédia, est une représentation graphique ou picturale servant à décrire ou à accompagner par l'image, un récit, un roman, une poésie ou appuyer un texte informatif, genre scientifique ou journalistique. Et là aussi, elle peut aussi avoir une fonction publicitaire, donc comme vous l'avez fait pour des affiches ou des couvertures de magazines. Déjà, c'est quoi la différence? On nous parle d'une représentation graphique ou picturale. C'est quoi la différence entre une représentation graphique et une représentation on va dire littéralement, c'est graphique, c'est le trait. D'accord. On va dire à la base, on va dire le crayonné. Ouais. Et pictural, peinture, donc plutôt matière. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui travaillent sur l'informatique, mais les outils changent, mais la technique est toujours la même. C'est-à-dire qu'un aplat qu'on utilisait à la Renaissance avec des pigments, des mélanges, du jaune d'œuf, des matières spécifiques, on peut aujourd'hui les refaire exactement de la même façon avec les techniques, on va dire, numériques. D'accord. Mais c'est toujours la même. C'est de la peinture, ça reste de la peinture. Justement, comment est-ce que vous percevez les techniques numériques, vous, de votre côté d'illustrateur? Alors là, je vais passer la main à Séchiro. Est-ce que c'était mieux avant, ou est-ce que non, vraiment l'informatique rajoute quelque chose? Qu'est-ce que vous en pensez de ce passage justement de l'illustration? Moi, par exemple, en tant que spectateur de l'image, si j'ose dire, j'ai tendance à penser que l'informatique rend les choses plus faciles pour tout le monde, plus accessibles pour tous. Plus rapide. Est-ce que j'ai raison? C'est chaud. Oui, d'une certaine façon, c'est vrai. Mais après, voilà, faut être critique envers soi-même ou faire preuve de rigueur pour pouvoir avancer et de fait ne pas rendre la chose si facile que ça en fait. Alors en fait, tu veux dire que par rapport à l'informatique, l'informatique ça rend certaines choses simples, mais qu'en même temps, parce qu'on veut faire des choses différentes et qui vont plus loin, on doit aussi faire beaucoup plus de choses, aller encore plus loin et en utilisant bien ces outils, c'est ça que tu veux dire? Oui, on ne doit pas attendre forcément la critique de l'autre, il faut être critique envers soi-même pour avancer dans ce domaine, quoi. D'accord, ok. Alors, quel logiciel vous utilisez, vous? Parce qu'il y avait pas de... Vous utilisez un logiciel spécial Photoshop, ouais. GIMP? Non. Non, même pas? Non, okay. Juste Photoshop en fait. Un peu de Première, mais... D'accord, ok. Voilà, pour faire des gifs, tout ça. Et est-ce que tu as déjà dessiné sans ces outils-là? Ou est-ce que non, tu es né avec ces outils-là et tu as toujours dessiné avec ça? Non, j'ai appris sur le tas en fait. D'accord, okay. Comme le dessin. Olaf? Ouais, donc pour compléter ce que disait Séchiro, en fait, à la base, on est dessinateur graphiste, c'est-à-dire qu'on prend un crayon, une feuille blanche, et on y va. Après, on peut numériser, et le travail informatique suit. Voilà. D'accord. Ouais, ça veut dire que l'évolution des techniques, elles sont présentes aujourd'hui, on les utilise. Il y en a qui sont nés avec, comme tu disais. Ouais, bah oui, c'est ça en fait. Ça n'empêche pas, ce sont des outils, simplement. C'est tout. Ça reste des outils. Au niveau du crayonné, donc vous n'êtes pas à la tablette graphique pour faire le crayonné, non. Toujours bien le papier et crayon. Toujours. Tu vois, ça, toujours alors est-ce que c'est pour le côté contact? Je pense que la matière, c'est important d'avoir la matière. Ouais, ça c'est important parce que moi, par exemple, tu vois, mon illustrateur travaille beaucoup avec des palettes graphiques, c'est ça? C'est comme ça qu'on appelle ça? Des tablettes, voilà, c'est ça. Et donc, quasiment maintenant, il n'utilise plus que ça. Ça lui arrive encore de dessiner sur des toiles ou sur du papier. Oui, voilà, c'est différents outils. Pour l'instant, ça reste assez rare. C'est-à-dire que là, il s'exerce au numérique. Donc, moi, quand je le vois travailler, je me dis, mais maintenant, tous les illustrateurs travaillent comme ça. Finalement, la matière, ça n'existe plus ou presque. Non, je pense que c'est comme pour moi, je sais que dans le jeu de rôle, maintenant, on trouve du jeu de rôle papier, on trouve du jeu de rôle PDF. Ouais. Le jeu de rôle PDF, j'y arrive pas. C'est vrai que c'est pratique pour faire de la recherche, faire de la copie, mais dès que je cherche quelque chose dans une base, je préfère voir la base papier, sentir la feuille. Donc je pense que c'est une relation sensationnelle en fait. Il y a des gens qui en ont besoin et d'autres qui peuvent largement s'en passer. Hein. Ouais. C'est un peu comme les scans avec les mangas. Voilà, par exemple, le scan, moi je peux pas. Le manga dans les mains. Manga papier, je passe. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus agréable. Puis un scan d'une double page, pas top quoi. Ça peut être pratique. En passant. Un métier d'illustrateur, on a l'impression que vous faites beaucoup de commandes. C'est-à-dire que le but, c'est, on vous demande un dessin, on vous dit je veux un dragon, je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et vous, votre but, c'est de réaliser l'image qu'on vous décrit. Oui. C'est vraiment ça le métier d'illustrateur. Oui, le jeu, c'est ça. Ouais. Ma question, c'est comment est-ce qu'on fait aussi pour exprimer son propre style
à travers des commandes comme ça des autres. Comment vous faites, quoi? Comment est-ce que vous faites pour dire ah ouais, ça c'est du Olaf malgré tout, alors qu'on vous demande? Alors ça c'est marrant ce que tu me dis, parce que justement dernièrement on travaille en ce moment avec Picatolo. Ouais. Je lui ai envoyé des croquis. Les croquis ont été réalisés principalement par Seishiro. D'accord. Et donc il m'a dit que ça lui plaisait, que c'était bien et tout, mais en pensant que c'était mon graphisme. Alors que je n'ai réalisé qu'un seul personnage. C'est-à-dire que notre travail complémentaire, on ne voit plus tellement si c'est fait par moi ou par Seishiro. D'accord. Donc c'est pas important, c'est pas. C'est aussi le but d'une collectivité d'auteurs. Si Là, c'est tout à Chaos Spider et pas Oui. Chaos Spiders, Voilà. c'est qu'il y a une raison aussi. C'est que voilà, vous voulez profiter des avantages de l'un et de l'autre. Voilà, pour, des capacités, des compétences. Mais alors justement, comment est-ce que vous faites pour vous exprimer donc du coup tous les deux à travers les dessins que vous livrez? On a l'impression que tu vois du coup l'illustrateur il est condamné finalement à faire ce qu'on lui demande. Qu'il est Non, pas du tout. Pas du tout. Quand justement la personne, ça lui plaît, ça représente en fait ce qu'elle attendait. On peut pousser le travail. Bon, avec Picatolo, on a un échange qui est plus qu'intéressant parce qu'il sait ce qu'il veut. Il est très précis dans ses descriptions et on sait où on va. Et quand justement il y a une interaction qui est telle, c'est super. On peut modifier, on peut voilà. Ça c'est sympa parce que moi j'ai totalement une manière différente d'aborder le truc. Désolé, je me permets de m'introduire dans ce podcast comme une personne lambda et pas comme l'animateur uniquement. Quand j'ai demandé à Valérie Neutavong de faire les illustrations pour Sens, moi je lui ai demandé tout l'inverse. C'est-à-dire, je lui ai dit non, exprime-toi. Voilà, moi je te dis globalement de quoi ça parle, etc. Et je lui ai dit justement pour éviter que ce soit de la commande, exprime-toi, fais ce que tu veux. Et ensuite, on fera une sélection éventuellement. Moi, je te dirais le style qui me plaît, le style qui me plaît pas, de ton style à toi. C'est-à-dire que c'est pas du tout la manière. Par exemple, moi, Sens au tout départ, mon imaginaire était proche du manga. Donc du coup, moi, j'aurais voulu une illustratrice ou un illustrateur qui me fasse du manga. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Donc il y a quelqu'un quand même, Enora Roncier-Lemay, que je salue au passage, qui m'a fait des dessins pour me représenter un petit peu les personnages façon manga comme je les voulais. Et j'ai donné ça à Valère, je lui ai dit voilà, ça c'est ce qu'on m'avait fait pour le départ, pour symboliser les persos. Et lui, il a repris ce style-là, qu'il a remis à sa sauce, et c'était mon but. C'était vraiment mon objectif, c'était de mêler nos deux imaginaires, mais que lui garde de l'expression. Moi, je fais les textes, soit tu fais les images, et c'est toi qui donneras l'univers graphique du jeu. Donc tu vois, voilà, qui donne une super liberté aussi, ouais, mais ça dépend à qui on travaille. Et c'est pas dérangeant justement d'avoir une très grande liberté ou d'avoir vraiment une précision absolue. C'est-à-dire qu'il y a de tout. Ouais. Du moment que tu en es satisfait. Oui, que toi tu sois satisfait. C'est ça le truc aussi. Voilà. Vraiment, voilà, de la manière dont vous en parlez, on a vraiment l'impression que vous êtes au service des auteurs. Alors que vous aussi, vous êtes des auteurs en tant qu'illustrateur. Tu vois où je veux en... Thomas, tu veux réagir? Je voulais juste dire un truc. Pour l'exemple de Picasso, c'est lui qui est venu vous voir? Ouais. Voilà. Tout à fait. Donc, ce que je veux dire, quelque part, c'est pareil comme toi pour avec Valérie, c'est que tu savais déjà ce qu'il faisait. C'est-à-dire que le style t'intéressait, donc tu es venu lui demander. Donc là, je pense pour le cas là, même si c'est très précis, il savait déjà ce que tu faisais, que vous faisiez comme travail. Ouais. Donc il a dit, le travail me convient très bien, je sais exactement ce que je veux, je donne l'image. Et le côté liberté, je pense quand même, c'est que vous avez votre style, il connaît votre style. Donc voilà, c'est pas parce que c'est précis qu'on n'a pas une liberté. Voilà. Ouais. C'est pas comme te demander de faire quelque chose d'un autre illustrateur. Ah, j'aimerais bien que tu bosses sur les illustrations, mais de la façon de machin. Style, voilà, tout à fait. Ouais, carrément. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est le côté aussi expérimental de la demande. Genre, il fallait dessiner un personnage de style garçon boucher. Donc, je ne suis pas habituée à dessiner ce genre de personnage et il a fallu faire preuve que tu apprennes du coup. Voilà, il a fallu former le personnage pour qu'il corresponde. non, mais bien sûr. Et ça doit aussi être intéressant quand t'as une. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas ? J'imagine un personnage de type garçon boucher dans Milvaux. Déjà, il arrive. Il arrive. Bah attends. Surtout sa chaîne à vélo. On l'a vu en action. Mais justement. Donc oui, je voulais aussi revenir sur le côté pourquoi le jeu de rôle. Dans le côté pourquoi le jeu de rôle, il y a aussi ce truc le jeu de rôle, ça paye pas des masses, quoi. Ça fait pas vivre son homme. Est-ce qu'on peut vivre de ce métier illustrateur Alors quand on est édité, qu'on est affilié à un éditeur, qu'on a des commandes toutes les semaines, voire tous les mois, que c'est très précis, oui, on peut en vivre. Si en plus ça on est auteur, ça dans le milieu du jeu de rôle. Bah oui, je pense. Entre amis peut-être aussi. Oui, carrément. Oui, ça dépend, quoi. Nous, on fait partie justement d'un mouvement plus underground. On est indépendant, on est en freelance. Ouais. Donc, on travaille avec qui on veut, comme on veut. Et si on veut pas travailler avec quelqu'un, on ne travaille pas. Illustrateur indépendant, quoi. Voilà.
D'accord. Ce qui vous permet aussi de choisir vos projets. Oui, bien sûr. Si ça nous plaît pas, on n'y va pas. C'est pas la peine. Mais par contre, du coup, vous sacrifiez un petit peu le côté alimentaire du truc. Parce que là, du coup, vous avez plus de commandes, moins de commandes. Comment ça se passe ? Là, on va dire que c'est en augmentation, mais c'est pas forcément lié au jeu de rôle. Là, j'ai des commandes en ce moment pour des peintures, pour des personnes, on va dire. Classiques qui font pas de jeu de rôle, qui connaissent pas le jeu de rôle, ils veulent des photos. Ils m'ont fourni avec le grand-père, la grand-mère, et c'est ce qu'ils veulent sur une toile. Donc ça, je le réalise et ça n'a rien à voir avec le jeu de rôle. Ah bon, ça fait aussi partie des trucs qui vous font apprendre. Ouais, c'est de la pratique. C'est un autre médium, c'est une autre technique, mais c'est pas lié au jeu de rôle. Ah non, mais ça. Et alors justement, est-ce que grâce à ces apports-là qui sont pas liés au jeu de rôle, extérieur à tout ça, est-ce que vous arrivez à vivre de votre passion ? Actuellement, je dirais, moi, ça fait très longtemps. Ça fait presque 30 ans que je fais du jeu de rôle. C'était pas le but. Moi, j'ai dessiné parce que j'aime ça. Je suis dessinateur, c'est comme ça. Ouais. Mais c'était pas dans le but d'en vivre. D'accord, ok. C'était vraiment, ça devait rester au stade de la passion et faire un métier à côté. Et à côté de ça, continuer à dessiner. Voilà, parce que c'est vrai que, comme tu dis, aujourd'hui, pour en vivre, c'est difficile. Comment tu vois les gens qui en vivent ou les professionnels de ce genre de choses, d'illustration ? Comment je les vois ? Les illustrateurs, pardon, les professionnels illustrateurs. Ouais, ceux qui sont édités, ceux qui sont édités, etc. Ouais, c'est bien. D'accord, ok. C'est que ça marche. Ça te plairait de faire ça ou pas ? C'est mon but aussi, c'est notre but. Okay. Donc c'est ça, c'est l'idée, c'est que d'accord, tu fais un taf alimentaire, voilà. Tu vis tu veux continuer à dessiner pour ta passion, etc. Mais à terme, tu aimerais quand même que l'illustration devienne ton... Ouais, le métier, le premier, quoi. Ouais, bien sûr. C'est Ichiro de ton côté ? C'est pareil ? Le fait est que j'écris aussi, en fait, pour le moment, d'une manière aussi underground. D'accord, ok. Donc, il faut du temps pour que les projets se terminent, en fait, aboutissent sérieusement. Donc, voilà. Donc, du coup, toi, là, pour l'instant, tu es plus dans l'écriture que dans le dessin ? Ou non, les deux, et puis... Voilà, ouais. Les deux. Et tu vois, en fait... Alors, ça, t'es pas mal, toi. C'est-à-dire que tu pêches avec deux lignes, toi. Voilà, un côté dans l'écriture, un côté dans la passion de l'illustration, et puis t'attends de voir où ça va, morte quoi en fait. En fait, c'est involontaire en soi, parce qu'au niveau de l'écriture, j'écris depuis que je suis gamine. Ouais, 13 ans. J'ai toujours dessiné, mais en fait, Olaf m'a dit, mais vas-y, booste-toi et ouais, c'est pas parce que quoi. Être autodidacte, c'est être passionné aussi. Et c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études dans le dessin qu'on peut pas être dessinateur non plus ou illustrateur. Il y a aucune règle. Moi, j'ai été formé pour ça, je me suis formé pour ça, mais c'était pas, il y a pas de limite. Ah non, c'est clair. Tom, tu voulais dire ce que je veux dire. Donc au début, tu étais plutôt dans l'écriture, et c'est au fur et à mesure que tu es venu plutôt dans le dessin. C'était les deux en même temps. Les deux en même temps. À cause des cours, depuis toute petite, les cours aussi, le dessin, tout ça. C'est lié Mais surtout, j'en parlais à personne en fait. Comme ça me permettait d'avancer tranquillement. D'accord. Dans mon coin. Ah, attention aussi, parce qu'à ne pas se confronter. Enfin bon. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que tu fais un lien entre le dessin et l'écriture d'une manière générale ? Et si oui, lequel ? C'est une forme d'expression dans les deux cas. Dans les deux cas, quand même, tu cherches à réaliser quelque chose que tu as dans la tête. Parfois, oui, un lien. Tu comptes illustrer ce que tu écris et inversement, écrire sur ce que tu illustres. C'est ce que je veux dire. Est-ce que tu penses qu'il y a une porosité entre les deux ? Parce que souvent, je dis ça parce que souvent, les auteurs de jeux de rôle sont aussi les dessinateurs de leurs jeux de rôle. Ça arrive très souvent. Et d'autant plus dans le jeu de rôle indépendant auquel j'appartiens. C'est vraiment quelque chose qui se fait énormément, quoi. C'est oui, un lien effectivement, mais je dirais principalement pour le roman que tu as écrit, enfin que tu écris en ce moment et dont tu as travaillé cet été. Tu m'as fait faire des illustrations quand même, des dessins. Oui. Voilà. Donc oui, c'est lié. Mais c'est pareil, le travail underground, c'est-à-dire qu'on ne va pas sur des forums pour confronter l'écriture ou confronter les dessins. Je crois que tu en parleras par rapport. On va être amené à en parler. D'accord. Alors justement sur le côté, peut-on vivre de ce métier ? Vous vous dites au début, parce que j'ai cru comprendre, au départ, faut pas rêver, quoi. C'est très difficile, je pense. Oui. Et au fur et à mesure, on peut éventuellement espérer être finalement que ces dessins soient reconnus et avoir de plus en plus de commandes. Oui. C'est ça. Ok, très bien. Parce que en fait, je pense à ça parce que j'ai regardé, du coup, je me suis un peu renseigné pour ce podcast quand même. J'ai essayé de le préparer et je voyais des chiffres complètement hallucinants et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Notamment dans Phosphore, donc phosphore.com, le site de conseil
pour les étudiants, le conseil d'orientation pour les étudiants, on trouve que le salaire des illustrateurs moyens, on dit pour un album pour enfants entre 16 et 32 pages, on dit que c'est entre 1000 et 4500 euros. Donc j'imagine que cet album est abondamment illustré, c'est-à-dire que même le texte finalement est sur le dessin. Je pense que surtout c'est un album pour enfants, donc c'est surtout du dessin, voilà. C'est 16 pages et 16 illustrations. Voilà, d'accord, ok. Ouais, toi tu le dis comme ça. Et là, de 1000 à 4500 euros, ça vous semble cohérent dans le monde Ça dépend de l'éditeur. Si c'est un petit éditeur d'une ville par exemple ou une municipalité, voilà, ça va pas être les mêmes tarifs. Si c'est un gros éditeur qui diffuse sur la France, l'outre-mer, tous les pays francophones, c'est pas le même tarif non plus, quoi. Il y a un moment donné dans cet article où on sent des commentaires, même les gens qui écrivent, qui disent ouais, attention, ne vous faites pas avoir. Souvent les illustrateurs ont tendance à brader leur art. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous, ça vous arrive de vous dire tiens, je lui donnerais bien des dessins, mais en fait oui, c'est arrivé. Ouais. Donc, évidemment. Parce qu'il y a une énorme concurrence aujourd'hui, même par rapport au net et tout. On est dans l'univers du copier-coller, quoi. Il y a un dessin, on peut le choper. Comment est-ce que vous vivez ça, parce que moi j'ai la sensation que vous vivez dans un univers ultra concurrentiel où les prix du coup sont cassés parce qu'il y a des gens qui donnent tout simplement. Il y a des sites de dons de dessins, je sais plus. Avant Pika d'ailleurs, il y allait. Sur ce site. Comment ça s'appelle ce site? Je peux pas dire. Ah, je me souviens plus. Ça sera mis dans un commentaire. Ça sera mis dans un commentaire. Je remettrai ça dans un commentaire. Je le retrouverai peut-être avant la fin du podcast, ça dit. Mais voilà, donc là du coup, comment est-ce que vous vivez ça, vous, de votre côté? Vous qui voulez devenir professionnel on est tout d'abord créateur. S'il y a des personnes qui prennent nos dessins, qui les d'un clic, c'est qu'ils aiment bien. Ça c'est un peu le jeu aussi de faire voir ce qu'on fait. Après les originaux, si on fait des peintures et tout, ça on peut pas nous les prendre. La personne qui nous achètera un original en toile, sera à elle et elle l'achètera le plein prix. D'accord. Ouais. Donc il y a pas de, c'est un peu aujourd'hui avec Internet, il y a une telle diffusion. Oui, il y a de la concurrence, mais il y a aussi des choses qui se raréfient du coup, quoi. Comme la vraie toile par exemple, ce genre de choses. Je sais pas, c'est les personnes qui créent des toiles, qui font ils font une photo pour une version numérique, tout le monde peut la prendre, tout le monde peut la voir. Mais l'original, la personne qui l'aura dans son salon ou chez elle, c'est l'original, quoi. C'est différent, quoi. C'est différent, tout à fait. Alors justement, pour une toile de Olaf, ça dépend de la toile, j'imagine. Oui, de la taille aussi, du travail qui a été des heures de travail ou de recherche. Tu comptes en heures de travail pour déterminer un prix? Non. On va prendre un prix de base, on part sur une toile moyenne à 200 € par exemple. Mais voilà, c'est tout à fait abordable pour je dirais le commun des mortels. Mais chacun peut avoir son dessin, c'est-à-dire que nous, nos tarifs, les premiers tarifs pour faire un petit dessin, c'est 20 €. D'accord. Et c'est un original. Quelle relation vous avez avec les tarifs et les prix que vous mettez sur vos toiles? Ça vous déchire pas le cœur? Moi, en tant qu'auteur, ça me déchire à chaque fois le cœur de mettre un tarif sur des textes. Alors, je me demandais si vous aviez ce problème-là. Enfin, pas moi. C'est Chiro. Vous le vivez? C'est Chiro. Les textes sont différents des dessins par rapport à l'attachement, en fait. D'accord. Enfin, les deux on y est attaché, c'est pas ça, mais c'est juste que... C'est marrant, de la manière dont on parle, c'est Chiro, j'ai l'impression que le dessin, tu le fais toujours pour quelqu'un d'autre et le texte, tu le fais toujours un petit peu pour exprimer les choses que toi, tu veux exprimer. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai ou c'est pas vrai? Je me trompe? C'est possible. Nos auditeurs ne voient pas, mais il y a des hochements de tête sincères. On trouve aussi ça, une couverture pour un livre de poche entre 150 et 450 € pour un illustrateur professionnel. Ça te semble... Moi, ça me semble peu. Pour une diffusion, par exemple, si on prend un éditeur comme, je sais pas, Presse Pocket, j'ai lu, je sais pas, les tarifs qu'ils proposent, ce sont surtout des contrats qui sont directement passés entre l'illustrateur et l'éditeur. Donc ça, moi, les tarifs, je les connais pas parce que je n'ai pas encore été édité pour une couverture. J'ai une petite anecdote, si tu veux, pour les couvertures de bouquins. Je t'en prie, vas-y. Alors, il y a peut-être 2 ans, j'ai contacté plus de 300 éditeurs sur la France, tous les pays francophones, même l'Italie, le Canada. On a eu 2 réponses. Une réponse négative qui venait du Canada, qui nous disait qu'il faisait profiter plutôt les gens qui étaient canadiens. Et une petite maison d'édition italienne qui a fait travailler chez Chiro pour 5 € l'illustration.
Et les illustrations n'ont pas été prises en fin de compte et on n'a pas été, payé. Ils ont acheté des illustrations 5 €. Ah non, elle n'a pas été payée. Non, c'était des petites commandes. C'est-à-dire il y avait 3-4 illustrations à faire et les illustrations ont été faites, envoyées, et on n'a jamais eu de nouvelles. Bon. Et ça, c'est pas... je dirais que c'est commun, quoi. Il y en a beaucoup d'illustrateurs ou dessinateurs qui doivent être passés par là et connaître ce destin, quoi. En gros, le métier d'illustrateur n'a pas l'air d'avoir non plus un statut assez prisé. Alors il y a un statut officiel, hein. C'est-à-dire qu'on est enregistré, on a 2 entreprises, c'est-à-dire qu'on a une entreprise chacun de création graphique. Hein. D'accord. On est référencé donc avec un numéro de SIRET, etc. Sirène. Mais voilà, c'est tout. C'est-à-dire que si on fait pas dans l'année, si on fait pas, je sais pas combien de centaines d'euros, nous la première année, on a dû faire combien, c'est Chiro ? Combien on a fait 200 € peut-être ? Oui. Ouais, voilà, oui, c'est tout. Dans l'année. Ouais. Non, c'est surtout ce que je pensais, c'est que là, dans le cas d'Italien, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des entreprises qui considèrent qu'on peut en avoir tellement que non, on n'a pas besoin de vous payer. Oui, de toute façon, on peut travailler pour rien. Oui, bien sûr. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure lorsque je parlais de l'univers ultra concurrentiel du net, en fait. D'accord. C'est que oui, il y a un tel choix, oui, tout à fait. Il y a un tel choix maintenant. Il y a même des choix, gratuits, en fait. Ouais, mais c'est surtout, je trouve que c'est un manque de respect. C'est-à-dire que tu fais une commande, on te fait ton boulot, ça me paraît normal qu'on te paye, quoi. Là, ça arrive parce que moi, je sais des histoires comme ça, quelques illustrateurs, justement, surtout dans l'univers du jeu de rôle, c'est pas la première fois que j'entends parler de trucs comme ça, quoi. Oui, alors dans l'univers du jeu de rôle, je dirais que c'est quand même un peu plus correct. Les gens qui font du dessin, ça c'est vite. Je veux dire, en plus, c'est un très petit univers. Si on travaille pour rien et que nous on le dit, ça se fait très vite. Les illustrateurs vont pas après se présenter ou travailler avec tel ou tel éditeur. Ceux qui travaillent avec leur éditeur habituel, quand on voit les illustrations qui sont dans le dernier bouquin justement que je parlais de Cthulhu, la nouvelle édition de spécial 30e anniversaire, on a des sacrées illustrations. Les illustrations qui sont dedans et les gens vont être payés, il n'y a aucun souci. Voilà. D'accord. Et justement, je voulais te demander, est-ce que tu as une idée de combien ça rapporte une illustration dans le milieu du jeu d'horreur pour une couverture? Parce que justement, dans Phosphore Magazine, il n'en parlait pas de l'illustrateur de GDR. Il parle d'un illustrateur, j'imagine, pour des grandes maisons d'édition, etc. Toi, pour nos auditeurs qui voudraient devenir illustrateur éventuellement, est-ce que tu as une idée des tarifs? Pas du tout. Non, du tout. Moi, personnellement, je n'ai pas. Non, parce que ça dépend principalement de l'éditeur. Et c'est lui qui va proposer. C'est après à l'illustrateur de se dire est-ce que ça vaut la peine que moi je passe tant d'heures sur une illustration, couleur par exemple, pour une couverture, et que le travail soit fait, envoyé, et la personne, de toute façon, si elle a signé un contrat, c'est le contrat qui prévaut, quoi. D'accord, ok. Donc toi, t'as pas d'idée, une idée de prix Non. Personnellement, non. D'accord. Non. Ça dépend vraiment du contexte, du jeu. Du contrat. Ça dépend aussi le nombre de. Si c'est un petit jeu de rôle qui va sortir, on va pas demander. Moi, j'ai surtout l'impression, Olaf, que vu que les œuvres de jeux de rôle sont faites par des passionnés, j'ai surtout l'impression que les illustrateurs sont jamais payés. Moi, je voudrais pas. Non, s'il y a un contrat, moi, je ne connais pas d'illustrateurs. Je connais des illustrateurs professionnels, amateurs, indépendants, comme vous deux. À chaque fois qu'on m'a parlé de dessins qu'ils avaient effectués, c'est toujours mais j'ai jamais été payé. Si j'ai été payé, c'était 50 € pour une dizaine de dessins, quoi. Ouais, ça dépend. Ça, faut se battre aussi pour défendre le beefsteak et se dire c'est tant l'illustration ou c'est tant le projet. C'est pas le problème, en fait, je pense. C'est que aujourd'hui, il n'y a pas d'employeurs dans le milieu du jeu de rôle. C'est que des passionnés qui sont des auto-entreprises personnelles. Ouais. Donc, tu vois, par exemple, je prends l'exemple des Ombres d'Estérène. Les 2 auteurs que j'ai rencontrés, il y en avait un, c'était un illustrateur, et un autre, un communicant, un écrivain. Les 2 gars-là, ils travaillent ensemble, c'est leur entreprise. Tu vois ce que je veux dire ? Ils s'auto-rémunèrent. En fait, il n'est pas salarié, il est vraiment créateur du jeu, quoi. Et je pense que ce genre de modèle, le modèle c'est commun. Et c'est pour ça aussi peut-être ça n'a pas de prix finalement un illustrateur dans le milieu du jeu de rôle. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Ça va tu penses que j'ai raison ou pas ? Avoir raison, c'est ton avis. Contrôle, en fait, Non, pas de souci. C'est ton avis. Connaître le milieu, je dirais qu'on a failli travailler avec des éditeurs. Ça s'est pas fait parce que ça devait pas se faire. Aujourd'hui, c'est-à-dire que là, l'année prochaine, on a justement un petit projet on va dire publicitaire ou pas, pour un jeu de rôle mag spécial Artbook. D'accord. Ouais. Là, on sera pas payé. Oui, parce que c'est on n'est pas payé du tout. Justement. Mais
le truc, c'est que le magazine va se vendre. À l'intérieur, on va y être, on va avoir des réalisations. Ça fait de la publicité. Et ça, il n'y a aucun problème. C'est un accord. Ouais. Mais si nous, on veut pas travailler avec eux, on dit non. C'est la question que je me posais en fait. Jusqu'où, quand on dessine, quand on fait des dessins, on fait de la publicité, on se montre, et à quel moment est-ce qu'on peut être rémunéré? Tu vois ce que je veux dire? C'est quand on a réussi, quand justement on obtient un contrat qui est super avec un éditeur qui est sérieux et que ça roule quoi. Qui te veut toi et personne d'autre quoi. En fait. Ou que le dessin plaît, oui tout à fait, ouais, carrément. Alors justement, pour les jeunes qui débutent. Alors. Oula. Comment est-ce que tu vois l'avenir? Est-ce qu'il est rose? Alors, la passion, quel conseil tu pourrais leur donner? La passion, c'est ce qui prime, quoi, surtout. Si on est passionné de dessin et qu'on dessine, voilà, quoi, c'est bien. Continuer et essayer de faire paraître ses productions, faut s'accrocher. Je ne te cache pas que j'ai été donc dans un milieu, je suis donc de formation A3 classique, on va dire art plastique à la base, pas d'illustration. Ça veut dire A3 pourquoi? A3, c'est art et lettres. D'accord, ok. Oui, ça pourrait être ça reste le format. Il y avait les A1, les A2, les A3. Je sais plus si ça. Donc ça ne doit plus exister comme formation, je sais pas. Okay. Donc on va dire que toutes ces personnes que j'ai connues qui étaient fans de dessin et qui faisaient du dessin, je dirais que 99% ils ont abandonné. Soit ils n'en font plus, soit ils en font dans leur coin et c'est tout. Voilà. Ou comme moi, ils s'accrochent et ils continuent. D'accord. Ouais, donc waouh. Oui, il faut pas. C'est du pessimisme pour les jeunes, ça. Ah non, c'est pas du pessimisme parce qu'un petit jeune qui fait un dessin qui plaît tout de suite et puis que, c'est-à-dire que ça marche, il y a aucun problème, il y a pas de souci, mais faut être accroché à sa passion premièrement. Ça faut. Voilà. Il y a toujours dans Phosphore, je ne suis pas sponsorisé, je vous rassure, mais je cite mes sources parce que c'est vraiment un des articles les plus, clair que j'ai trouvé sur le truc. Il disait que les qualités pour être illustrateur, c'est l'imagination, la résistance aux effets de mode, alors j'aimerais bien que vous commentiez ça, et la capacité d'analyse et de synthèse, et la polyvalence aussi. Seishiro, qu'est-ce que t'en penses de ça? Qu'est-ce que ça veut dire, la résistance aux effets de mode? C'est peut-être d'avoir une personnalité et de la respecter. C'est-à-dire? Eh bien, de ne pas toujours être influencé en fait par justement ces effets de mode dont tu parles. Ouais. Donc Phosphore. Donc ça veut dire, alors attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si la mode en ce moment c'est de mettre des gros nichons sur les couvertures de Donjons et Dragons, c'est années 80, il faut résister. On est toujours resté dans les années 80 en fait là. Je sais pas si t'as remarqué, mais c'est à la télé. Là, je sais pas, c'est un exemple, mais c'est aussi une question de goût perso en général. Donc, ça vous arrive ça d'avoir des éditeurs ou des gens qui vous demandent faites-moi du cul pour que ça se vende? Non, malheureusement. Comment ça aurait été avec plaisir. Pourquoi pas? Parce que ouais, pourquoi pas. Et moi j'ai d'autres graphismes que je ne montre pas, des dessins plutôt humoristiques, rigolos, un peu trash. Ça peut être assez sexe, mais non, ça je montre pas. Ça c'est perso, ça. Pourquoi c'est de la com? Non, c'est un autre graphisme. C'est-à-dire que ça c'est personnel. Si un jour je dois faire des petites illustrations un peu débiles ou rigolotes, je le ferai. Mais dans un contexte spécifique, ça peut être dans le jeu de rôle aussi. T'en as d'autres plus sérieux aussi que tu réserves pour un projet de création de jeu de rôle, je crois. Oui, tout à fait, parce que ça fait quand même longtemps que je travaille sur un jeu de rôle qui s'appelle, je vais balancer, ça y est, la DAC. Alors justement, j'avais une question là-dessus. Vas-y, question. Et c'est quoi? C'est un jeu de rôle uchronique. D'accord. Voilà, qui est basé. Vous en parliez sur le blog. Ouais, c'est pareil, c'est underground, c'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'on y travaille maintenant avec Seishiro. Moi, ça fait longtemps que j'avais l'idée dans la tête. J'ai travaillé dans les années 80 sur un petit jeu de rôle qui s'est diffusé, où toi à l'époque, je sais pas si quand tu faisais par exemple un petit jeu de rôle sur les Chevaliers Zodiac. Moi, j'avais intégré les Chevaliers Zodiac dans l'œil noir, mais je m'étais basé sur, on va dire, un environnement plutôt chaotique. Donc le but c'était de devenir chevalier noir. Donc c'était que des mauvais quoi. Mais j'avais adapté ça aussi. Et après je me suis attelé à travailler sur un jeu de rôle post-apocalyptique qui s'appelait Survivor, qui a été en photocopie pour les copains et c'est tout. Il y a peut-être 10 exemplaires en France. Et donc la DAC est un plus gros projet évidemment avec des illustrations donc personnelles, moi et Seishiro, des textes basés sur aussi les connaissances que j'ai de la Seconde Guerre mondiale. Donc un environnement on va dire décalé
et qui risque aussi de se faire refuser à l'édition puisque touchant à des problèmes ethniques, politiques, etc. D'accord, ok. Religieux, bien sûr. Justement, donc c'est ce qui fait de toi que t'es un putain d'indé, quoi. On espère, mais voilà. Alors justement, est-ce que tu connais un peu le milieu de l'indé dans l'illustration? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un milieu, parce que par exemple, il y en a un dans le milieu du jeu vidéo, on a maintenant des jeux vidéo indé qui se développent de plus en plus. Dans le milieu du jeu de rôle, il y en a. Dans tous les domaines. C'est toujours objectif. Mais qu'est-ce que tu appelles indépendant ou en graphiste ou en dessin? C'est la question que j'allais te poser. Voilà, je pense qu'on est indépendant parce qu'on fait ce qu'on veut. Ouais. Voilà, on n'a pas quelqu'un nous dira un jour, non. Et quelque part, c'est ça la tension, c'est que tu dis mais quand on te commande, quand on te dit je veux un dragon, tu trouves que t'es indépendant. Quand on te dit je vais te faire un contrat à 50 € le dessin et tu vas me dessiner des dragons, tu vois, c'est une commande, mais comment dire, tu vois, je trouve qu'il y a une espèce de contradiction là, c'est-à-dire que t'es illustrateur indépendant, mais en même temps on te dit comment tu dois dessiner, c'est bizarre, non? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que quelque part quand on lui a demandé de faire ce dragon, on savait exactement à quoi on s'attendait. On ne dit pas je veux le dragon de tel style, je veux que toi tu me fasses un dragon, je veux à peu près telle position pour t'aider un peu sur ce que je recherche, quoi. Un dragon. Voilà. Ouais. Et ben tu vois, justement c'est ce toi. Dessine-moi un mouton. Toi Olaf, dessine-moi un dragon, quoi, tu vois. Et jusqu'où est-ce qu'il y a du Olaf, c'est-à-dire qu'on te demande de dessiner, et jusqu'où est-ce que le mec te demande carrément de faire ce que tu... J'ai une autre anecdote si tu veux. Olaf. Donc j'ai dessiné un dragon, donc on m'a fait une commande comme ça, mais à l'arrache, voilà. J'étais en Outre-mer, c'était un militaire qui voulait le faire pour un tatouage. D'accord. Oui, j'ai vu ça aussi sur ton blog, que tu t'occupais de tatouages et de ce genre de choses. Oui, voilà, des créations, tout ce qui touche au dessin, au graphisme. Faut qu'on te présente un pote. Ok. Bastien, le copain de Valérie, parce que vraiment là tout ce dont il me parle, Olaf, même au niveau ce que tu disais à propos de la DAC, ça correspond à l'univers d'un de nos potes, c'est incroyable. D'accord. Mais bon, il est parti au Canada pour l'instant. On te le ramènera quand il sera là. Très bien. Il sera revenu. Donc l'anecdote sur le dragon. Donc l'anecdote, c'était cette personne-là n'a pas attendu que je finalise le croquis. À l'échelle tatoueur, elle est revenue avec une espèce de dragon qui ressemblait à un oiseau et un papillon. Sur le dos, quand même, tout le dos. Et je lui ai fait voir. Oui, enfin, c'est. Ouais, mais et la griffe était située sur le cœur, non? C'est pas ça? C'était pas fantastique, quoi. C'était spécial. Je dirais. Moi, personnellement, je n'aimais pas. Lui, il le trouvait bien. Je lui ai fait voir le dessin, le croquis du dragon, et là, il s'est assis. Il a regretté ce qu'il venait de faire. Voilà, simplement. Donc ça dépend. Voilà, il n'y a pas de être indépendant. C'est peut-être avoir des refus, peut-être créer les choses, mais c'est ce qu'on aime. Donc si quelqu'un nous dit non, je veux pas ton dessin, c'est ça être indépendant. C'est d'avoir la capacité de dire tant pis, c'est pas grave. C'est pas une obligation. C'est-à-dire que si on se vend, être indépendant, c'est se vendre au plus offrant. Non, c'est pas notre but. Nous, c'est travailler avec des gens qui sont sérieux, cool et justes. C'est Chirou sur cette problématique de l'indépendance. Est-ce que ça te fait pas chier parfois que quelqu'un puisse te demander moi je veux un dragon comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Non, ça jamais. Ça t'est jamais arrivé en fait? J'essaie d'adapter normalement à ma perception, mais en même temps d'une manière générique à celle des autres. Enfin des gens, en général. Ça c'est vraiment un métier de fou, quoi. Tu dois être à la fois toi-même mais en même temps respecter le désir des autres. Enfin c'est vraiment. Mais on se retrouve avec les opposés en fait. Autant Picatoulou est très précis dans ses descriptions. Ouais. Tant parfois c'est l'opposé en fait. C'est vraiment vous vous débrouillez, c'est à l'arrache quoi. Ok. Voilà. Ça à mon avis c'est bon quoi. C'est quand c'est à l'arrache, quand on te laisse. Moi je vois par exemple avec Valérie, les meilleurs dessins qu'il m'a fait pour Sens, c'était toujours les dessins où je lui laissais la liberté de faire ce qu'il voulait en fait. C'était là qu'il était le plus où il partait en délire et parfois il y a des trucs de fou quoi. J'en parle avec des images qui n'ont rien à voir avec l'image qu'il a faite au final. Genre par exemple il copiait-collait des photos de japonais dans un bureau, il te faisait des vaisseaux spatiaux, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en utilisant des trucs qui n'ont rien à voir et c'est génial. Et quand tu sais en plus le truc c'est encore mieux quoi. Bref. Et Valère, c'est là-dessus, c'est ça qui est bon, c'est que tu peux lui laisser de la liberté, il fait exactement ce que tu as dans la tête, va comprendre pourquoi. C'est aussi, comme disait Thomas, parce qu'on s'est bien rencontrés, quoi. C'est que ça marche. On s'est bien rencontrés. Bien. Interconnectivité. Ouais, c'est ça. Et ça, justement, à mon avis, quand on est illustrateur, c'est aussi ce qu'on souhaite, quoi. C'est ce qu'on recherche, je pense, Tu recherches l'auteur avec qui tu vas bien t'entendre, quoi. Goscinny, Uderzo, quoi. Bon,
Je voulais aussi qu'on parle un petit peu de la communication. Pour les jeunes, même qui débutent, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas beaucoup abordé. Comment est-ce que vous faites votre com? Parce que c'est bien beau d'avoir un sirène, une entreprise, etc. Ouais, mais encore faut-il après que les gens la connaissent, la rencontrent et viennent vers vous pour vous proposer des illustrations à faire. Comment est-ce que vous faites cette communication? Alors c'est simple, on va. Seichiro se retourne vers Olaf. Ouais, tu communiques pas beaucoup, Seichiro, c'est ça? T'aimes pas les forums et tout ça? Sur Internet, on te voit quand même rarement participer, alors que lui, on le voit de temps en temps, Olaf. Plus à une époque, c'est vrai. Mais je n'ai pas obtenu véritablement ce que j'attendais sur les forums. D'accord. Ou ce que j'espérais peut-être. Eh bien, on va en parler. Alors justement, Olaf, oui. Donc quel forum ou quel conseil de communication, pardon, ouais, moi j'utilise des forums, donc j'ai l'impression qu'il y a c'est ça, c'est les forums principalement pour échanger avec des personnes qui créent. Bon, ça marche par exemple sur Antonio Bay où il y a pas mal de créateurs, il y a pas mal de dessinateurs, donc l'interconnexion va se faire rapidement. On s'échange des messages, qu'est-ce que tu veux, hop, ça marche pas. Puis voilà. Vous êtes sur les blogs les uns des autres. Ouais, il y a des liens, bien sûr. Après, donc, je disais, il y a les salons. Il faut se bouger aussi pour se faire un peu connaître des rôlistes qui vont pas forcément sur les forums tout lire, les échanges. Ouais, donc, moi, par exemple, tu vois, tout ce qui est sur les illustrations, sur les forums, je les lis pas parce que j'ai pas le temps. Du coup, c'est sur les salons que je vous ai rencontrés. Ouais. Voilà. Donc c'est salon convention, donc spécifiquement dans le jeu de rôle, c'est les convents de jeux de rôle. Ça va de Eclipse, ça va aux gros salons comme le ex-monde du jeu. Ça va le Fiche de Cannes. C'est-à-dire qu'on rencontre pas mal de monde, la Japan Expo. Il y a de tout niveau, tout univers pour se faire connaître, avoir le stand qui va bien et faire sa propre promotion. J'ai vu aussi que vous alliez à Étonnant Voyageur, ou en tout cas... Oui, par exemple, carrément. Mais là, c'était il n'y a pas que pour le jeu de rôle, alors du coup. Alors là, c'est spécifique aussi, parce que c'était pour la sortie de Westland. Bon, Étonnant Voyageur, moi j'y vais depuis très longtemps. On devait être à la 11e édition, 22e, je sais même plus. Enfin, c'est un salon qui est assez ancien. D'accord. L'Instit proposait... un petit endroit en fait pour le jeu de rôle cette année. Ouais, tout à fait. L'institution de Saint-Malo. Oui, tout à fait. La Providence, tout ça quoi. Voilà. C'est où, quand j'étais petit, j'ai fait mes études. Et pareil. Ah d'accord, t'en es aussi. Ok. Voilà. En partie. Donc c'était principalement pour rencontrer. Donc évidemment, il y a le salon du livre. Ça c'est pour tout le monde. Mais il y avait du jeu de rôle donc qui était représenté par justement l'équipe je sais plus exactement le nom en tout cas le jeu c'est Westland. D'accord. Ils venaient pour sortir le jeu et pour la première fois à la vente, donc moi j'étais allé les rencontrer pour les inviter à la convention Eclipse. D'accord. Et c'est là aussi que j'ai retrouvé quelqu'un que je connaissais sur le net qui dessine pour Westland. D'accord. Et c'est assez marrant quoi, c'est les interactions. Après eux on les reverra justement à Eclipse et ce sera peut-être l'occasion de leur proposer peut-être notre participation graphique. Ça c'est après donc fréquenter les salons, fréquenter les conventions, pas uniquement de jeux de rôle évidemment. Non, pas forcément, non, faut pas se limiter, c'est clair. Parce qu'il n'y a pas dessiner pour le jeu de rôle, c'est bien, mais dessiner pour autre chose, c'est bien aussi. D'accord, ok. Sur internet, au niveau des forums, DeviantArt, c'est un forum, c'est quoi? Alors, on va dire que c'est un site où il y a tous les dessinateurs du monde. C'est-à-dire que du petit dessinateur qui a 9-10 ans, qui fait ses petits dessins, à l'illustrateur reconnu qui est paru aux États-Unis ou en France ou dans le monde entier, il y a de tout. Il y a de tout, de photographes, il y a du nu, il y a du graphisme pur, du manga. Enfin, DeviantArt est assez connu pour être justement un vivier de créateurs. Après, pour contacter les gens, c'est très bien. Mais c'est comme tu disais tout à l'heure. C'est un Facebook du dessin. Voilà, ouais, carrément. Et donc tu peux contacter vraiment les gens facilement, leur envoyer des mails, etc. Ça c'est possible, oui, tout à fait. C'est aussi un moyen de se faire connaître alors du coup pour un illustrateur. Oui, voilà, ouais, bien sûr. On est sur DeviantArt, comme des gens sont sur Facebook, quoi. Mais faut être créateur minimum, quoi. D'accord. C'est lourd d'entretien comme Facebook, c'est-à-dire qu'il faut être tout le temps là. Non, moi j'y vais très rarement. Je dépose les dessins quand j'ai envie. Il y en a qui vont utiliser, on va dire à fond DeviantArt, c'est-à-dire qu'ils vont être tous les jours dessus et tout. Moi, c'est pas mon cas. C'est pas mon but non plus. D'accord, ok. Et moi, mon illustrateur passe par Café Salé.
Alors par exemple, c'est un forum que moi je n'y vais pas. Moi, je n'y vais pas. Il y a beaucoup trop de créateurs. Non, c'est pas mon truc. Ça, défendre mon dessin pour présenter, dire oui, moi je fais ça, qu'est-ce qui va pas et tout. Alors faire des échanges, c'est pas mon truc. Il y a par contre des dessinateurs hallucinants. Je sais pas quel âge ils ont, quelle expérience ils ont. Il y a des super dessins, ça, il y a pas de problème. Il y a les bouquins qui vont bien, qu'ils éditent eux-mêmes, qu'on retrouve justement dans les salons comme la Japan Expo. Bon bah quand on est fan de dessin, je trouve ça super. Ça c'est bien, mais moi je fréquente pas c'est le côté échange technique sur les dessins. Oui, alors les échanges techniques doivent être super intéressants, c'est clair, bien sûr, quelqu'un. Et pourquoi tu dis moi je n'échange pas? C'est-à-dire qu'il y a un côté secret de fabrication que t'as pas envie de te donner. Non, ça c'est c'est la pratique, c'est-à-dire que c'est pas pour résister aux effets de mode justement que tu veux pas échanger sur les trucs. Alors là, ça j'en ai rien à faire. Ça c'est chaos pur et dur. C'est-à-dire ce que je veux dire, c'est comment dire, t'as pas peur qu'il y ait peut-être qu'on t'influence aussi sur ta manière de dessiner, c'est ça que je voulais dire. Non, je pense pas. C'est ça qui non. Pourquoi est-ce que tu vas pas sur Café Salé? Je comprends pas. Bah ça m'intéresse pas. Je veux dire, il y a des dessinateurs, ils ont un niveau. Ils échangent entre eux. Moi, c'est pas mon truc. Moi, j'ai pas envie de. Moi, j'ai côtoyé pendant des années, école de dessin, où tout le monde, on se côtoie. Il faut trouver les gens qui sont en adéquation avec vous pour avoir une espèce de conseil. Moi, ça m'intéresse pas. C'est clair et net. Vous êtes pas dans le même état d'esprit, tu penses? Je sais pas. Voilà. Seishiro, tu disais que tu avais eu sur les forums, toi tu avais arrêté de communiquer via forum? Non Oui. T'as dit ça ou c'est moi qui Oui, si, tout à fait. Okay. Non, c'est parce que en fait, j'étais là un petit peu spontanément. Donc, quitte à peut-être faire des erreurs ou donc des gaffes. Et donc, résultat, derrière, il y avait quelque chose de sérieux, en fait, que je recevais comme réponse, et c'était presque cinglant, donc j'ai lâché l'affaire. D'accord, tout simplement. Le ton du forum, en fait, est très, très spécial. Ça dépend des forums aussi, je pense. Là, c'était des forums spécifiques sur le manga, pourtant, alors que Seishiro dessine un style manga. Les personnes n'étaient pas réactives, ou alors il y avait très peu de réactions. C'est vrai, ça. Ou alors, encore une anecdote, moi j'aime bien les anecdotes. Seishiro, t'avais contacté une personne, oui c'est ça, t'avais contacté une personne pour justement échanger, et la personne a dit sèchement, comment t'as trouvé mon adresse internet? Si tu veux pas te contacter... sur ton site. Voilà. voilà. Elle m'a réécrit, puis... Mais comment t'as eu mon adresse? Voilà, c'était ça la réponse. Donc là, j'ai lâché l'affaire, en fait. D'accord, déjà, par exemple, quoi. C'est un exemple, Mais néanmoins, on n'abandonne pas derrière, quoi. Ce sont des leçons, mais derrière, on continue, on en veut, quoi. C'est-à-dire qu'on tombe sur des individus, des fois, ça marche pas, quoi. On ne comprend même pas pourquoi on ne répond pas. Voilà, c'est pas grave, on y va. C'est bizarre, ça a l'air d'être un milieu étrange. Moi, je vois pour la créativité, les échanges techniques, souvent les gens qui veulent, c'est pour ça que je t'en parlais tout à l'heure, Olaf, les gens qui veulent conserver leur secret de fabrication. Ah ouais, non, c'est pas ça du tout. Il y a de la langue de bois, on sait pas trop. Oui, je fais ça. En même temps, je le montre, mais en même temps, je veux pas que je montre que je le sais faire. Enfin, c'est peut-être ça qui m'intéresse pas, quoi. Moi, quand je monte mes dessins, je m'en fous qu'on dise technique, pas technique. Soit on apprécie, il y a des personnes qui apprécient, je sais, parce que dans leurs yeux, quand je vois que je les rencontre en vrai, ils sont là avec les petites étoiles dans les yeux. Ouais, j'aime bien ce dessin là. Mais par contre, on peut avoir fait un autre dessin, ils vont pas le piffrer, quoi. Ils vont pas l'aimer. Et moi, je m'en fous. Moi, on accepte. Faut accepter, tout à fait. On peut être sensible à un graphisme ou un dessin spécifique et pas un autre. Mais c'est pas un problème. On accepte moins le côté critique gratuite dû à une certaine frustration personnelle ou des choses comme ça. Surtout des gens qui n'ont aucune compétence graphique, ça me fait toujours rire. C'est-à-dire des gens qui passent sur les forums et qui jugent. Ils jugent comme ils veulent. Hein. Ça c'est pas mon problème, mais ça me fait toujours rigoler. Surtout quand la plupart de ces personnes ne sont pas des créateurs. Quand les personnes sont des créateurs, ils ont l'immunité. Thomas, moi, je veux dire une chose. J'ai pas des compétences de créateur. En dessin, je suis vraiment nul. C'est pas grave. Mais j'ai des avis sur des dessins que j'aime. Mais tu as le droit. Heureusement. C'est pour revenir là. Il y a des dessins, je dirais directement, je vais dire non, je trouve ça horrible. C'est vraiment le sentiment que j'en ai, quoi. Chaque personne a son avis tout personnel et ça je le respecterai toujours, c'est normal, mais c'est les personnes qui viennent te voir et qui te disent ouais mais tu sais pas dessiner ou alors c'est nul ce que tu fais. Voilà, d'accord. C'est vraiment le plan gratuit. C'est pas le ressenti, c'est pas le ressenti. Non, le ressenti de chacun a le droit de ressentir ce qu'il veut. Et je pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce que je fais, et je respecte tout à fait ce qu'ils pensent. C'est normal, ils aiment pas. Voilà. L'important, c'est de savoir en fait la nature de la critique. Voilà. De savoir d'où ça vient, quoi. Ou du compliment, c'est pareil. Voilà. Oui, c'est exactement le même niveau. On va dire qu'une critique qui est constructive,
Là, par contre, je vais bien faire attention à ce qu'on me dit. D'accord. Et une critique simple et basique, bah là. Mais c'est facile à détecter du coup la nature de la critique en fait. Et sur les forums, c'est ça peut-être qui t'a pas plu, c'est chiant. C'est le fait que les critiques soient directes peut-être. Moi sur les forums souvent c'est direct je trouve. Les gens ils disent bon bah c'est de la merde. Ou alors. Et ça va, comment tu le prends? Bah moi je le prends en répondant. Oui, ou c'est les forums quoi. Moi je trouve que le problème du forum c'est quand t'as une discussion avec quelqu'un face à face, t'as en plus du mot, t'as la gestuelle, t'as le regard qui fait que tu peux décoder ce que le gars veut vraiment dire. Ouais. Alors que sur internet, vu que t'es tout seul devant ton écran, t'écris ce que tu veux quoi. Et généralement c'est souvent des mots qui dépassent tes pensées. Oui, ou alors c'est des mots qui sont dites d'un ton ironique par exemple et le texte ne le renvoie pas donc ou tu vas utiliser un mot fort alors qu'en fait il est trop fort par rapport à ce que tu veux dire quoi. C'est-à-dire quand quelqu'un te répond c'est de la merde, je voulais peut-être pas vraiment dire que c'est de la merde, je veux juste dire que voilà ce que je trouve ce que tu fais c'est pas terrible. Mais voilà, vu qu'il est tout seul, il marque fait de la merde pour les plus simples. Pour utiliser les forums efficacement, faut savoir écrire, il n'y a pas à chier. Non mais c'est vrai, c'est ce que tu sais que tu passes par un mode de communication où t'as pas de geste, t'as rien, t'as aucune communication mis à part l'écrit. Donc si tu sais pas bien exprimer tes sentiments et tes pensées, bah le forum c'est pas pour toi quoi. Enfin faut passer ton chemin parce que les gens vont pas te comprendre en fait. Le problème du forumiste de base c'est qu'il a la sensation qu'il est incompris. C'est pour ça qu'il s'énerve. Ouais. Enfin moi à mon avis c'est quand tu vois des gens qui s'énervent c'est souvent parce que on leur offre pas le principe de charité, c'est-à-dire qu'on cherche pas à voir ce qu'ils veulent dire, on ne lit que ce qu'ils disent, tu vois ce que je veux dire. Il y a un côté, il manque le principe de charité quoi. Faut voir ce que les gens veulent dire, faut pas quand quelqu'un s'énerve contre toi c'est peut-être qu'il a envie de te dire quelque chose et qu'il n'arrive pas à le dire. Voilà, moi c'est pour ça que je m'énerve pas quand c'est maladroit, des critiques négatives voilà. Ça dépend. Des fois il y a des réponses vives. Tu parles de moi là? Tu parles de moi? Pas du tout. Quoi? You talking to me là? Donc, je voulais aussi aborder un autre point avec vous, c'est la reconnaissance sociale. C'est-à-dire comment est-ce que les gens vous voient, illustrateurs. Moi, par exemple, quand je dis je suis écrivain, les gens me regardent, font oui, mais comme vrai travail, tu fais quoi? Tu vois? Alors que bah voilà, c'est Chiro. Toi, t'es biclassé, t'es écrivain et illustratrice. Pas encore, mais. J'y travaille. Bah voilà, oui, non, mais bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Alors justement, quel est le regard Pour ce qui est dessinateur, c'est bon, ça a l'air d'être acquis. Ouais. Pour nous deux. C'est peut-être que ça. Dans notre relationnel, tout ça. Ça a été difficilement accepté par la famille au début, évidemment. Ouais. Étant inscrit dans la société. Le vrai travail. Je dirais sans commentaire pour moi. Par rapport à la famille. Vraiment. Ah oui, d'accord. moi c'est pas. Moi, vis-à-vis de ma famille, ma vie originale, on va dire, ne les dérange plus. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça a pu paraître bizarre. Tiens, il est auteur de jeux de rôle. C'est le jeu de rôle. Non, c'est le jeu de rôle. C'est le jeu de rôle le problème. Chaque fois. Magic. Non. Magic, ça a jamais été un problème, mais c'est le jeu de rôle. C'est que c'est un milieu qui est trop, qui est restreint, quoi. On se dit, ouais, quitte à écrire des bouquins, pourquoi est-ce que tu fais pas du roman? C'est ça souvent qu'on me dit dans ma famille. Ce qui est sympa, c'est un compliment pour moi. Ça veut dire, ouais, t'es capable d'écrire des romans, alors vas-y, fais-le quoi. Mais fais pour plus de personnes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu de rôle. Et je trouve d'ailleurs que c'est beaucoup plus difficile d'écrire des jeux de rôle que d'écrire des romans. Bah moi, je dirais que le jeu de rôle est une continuité de forme de roman, en fait, de toute façon, et un mix entre le théâtre et tout ce qui est littéraire. Donc après, c'est une autre forme. C'est comme tout à l'heure, on parlait des outils. Ouais. C'est un autre outil. C'est une autre forme, c'est tout. Après, dans 100 ans, tu seras reconnu comme étant créateur de sens. Mais bon, c'est un autre outil, oui. Mais disons que, tu vois... Alors, est-ce que l'informatique... Alors du coup, je reprends la question sur l'illustration de tout à l'heure. Est-ce que l'informatique, ça te permet d'exprimer plus de choses que le dessin avec un crayon dans les mains? Non. C'est pareil, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est l'outil qui change, mais par contre la forme, enfin, on peut exprimer les mêmes choses à la main et au PC. Je dirais qu'attendre justement que la peinture à l'huile sèche et que finir un dessin en 2-3 jours parce qu'on se défonce, je sais pas combien d'heures sur une création, ça va beaucoup plus vite à l'ordinateur. Il n'y a pas besoin de temps de séchage, par exemple, évidemment. Donc, ce sont des outils qui sont plus rapides, comme on disait tout à l'heure aussi. Mais la finalité est la même. Tout à fait. Alors qu'un roman et un jeu de rôle, tu peux exprimer beaucoup plus. Enfin non, c'est pas pareil. Tu peux pas exprimer les mêmes messages dans un roman et dans un jeu de rôle. C'est ça que je veux dire. Ah oui, mais c'est différent. C'est pas qu'une question de technique en fait. Entre le roman et le jeu de rôle, c'est deux médias vraiment très différents, quoi. Oui, bien sûr. Comme la radio et la télé, quoi. Tu peux pas faire la même chose. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bon,
Et moi j'ai toujours tendance à dire que le jeu de rôle est supérieur à jouer Thomas qui me regarde. Oui, bon. Non, c'est bon. Je m'attendais pas du tout à ce message-là. Non, bref. Quoi qu'il en soit, donc cette vision sociale, ça a été dur alors pour vous au début, enfin à ce point-là, ça a l'air d'être sans commentaire. Non, on peut pas parler. Moi, je peux faire un commentaire évidemment, voilà. Mais je dirais que des anecdotes. Moi, j'ai fait du jeu de rôle, donc j'étais jeune. On m'a laissé faire parce que, de toute façon, c'était ça ou, enfin, les jeux vidéo où ça commençait à naître aussi. C'était pas grave. Moi, j'ai pas connu les années 90, Mireille Dumas, etc. Enfin, j'ai connu, évidemment, j'étais là, mais franchement, j'étais déjà assez âgé pour assumer, voilà, ce que j'aimais et l'expliquer. Ouais. Et faire beaucoup d'initiations. Des gens qui pas connu ça comme une crise, quoi. Oh, pas du tout. Non, c'était même plus on en parlait et plus moi je compterais ça en justement faisant des initiations, rencontrant des gens qui connaissaient pas le jeu de rôle pour les aider à découvrir, quoi, leur dire non, c'est pas grave, c'est pas ça, hein, c'est pas ce qu'on te raconte. Donc non, puis la reconnaissance sociale par rapport à être illustrateur, on l'est parce qu'on crée et on a tellement créé depuis des années que voilà, ça est, quoi. C'est chireux. Ce serait plutôt pour en revenir à ce que tu disais juste avant par rapport je t'en prie. À l'écriture du roman et du jeu de rôle. Ouais. Quand toi t'as écrit Sens, c'est bien la philosophie qui t'anime à la base, non ? D'une manière générale, ce qui m'intéresse, c'est de faire devenir la personne qui est en face philosophe. D'accord. Donc c'est un but pédagogique. Donc pour moi, le jeu de rôle me permettait d'atteindre ce but beaucoup plus facilement qu'un livre. Parce qu'un livre, tu le subis de façon passive, alors que la philosophie, c'est une activité. Donc faire passer de la philosophie à travers un média où tu es actif, tu es acteur, c'est tout de suite mieux, quoi. D'accord. C'est pour ça. Ouais. Oui, c'est très spécial, mais voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce média. Et je le trouvais plus performant. C'est-à-dire, enfin, performant au sens technique, quoi. Pour moi, c'était techniquement meilleur. J'aurais voulu transmettre les mêmes idées sans le jeu de rôle. Ça aurait été fadasse, dogmatique, moins vivant, pourrave, moins vivant. Hein. Peut-être. Alors que par le jeu de rôle, les gens le vivent, ça s'anime, voilà. Etc. Tu vois, c'est là que je dis que ça a une supériorité. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est supérieur pour mon message personnel. Et bon. Et donc je dis c'est supérieur. Non, je veux dire, c'est pour moi, je trouve ça mieux pour exprimer mes idées. Et l'illustration, par exemple, ou l'écriture pour toi. Entre les deux, j'imagine qu'il y a certaines idées, tu te dis oh putain, ça je vais l'illustrer, et d'autres idées, tu te dis ah non, ça il faut que je l'écrive. Ça t'arrive souvent pas ? Oui. Alors quelle différence ? Comment est-ce que tu fais la différence ? T'as une idée de ça ou C'est brutal comme question. Abrupt. Comment est-ce que tu sais que tu vas illustrer cette chose, ou alors plutôt l'écrire ? C'est une pulsion en fait. Voilà, c'est autant dans le dessin que dans l'écriture, seulement voilà, la matière est différente. Et les mots, c'est une structure assez difficile, même si le pixel aussi en soi, mais voilà. Est-ce que tu as l'impression que tu peux exprimer plus de choses par un média que par l'autre, si tu devais les comparer ? Là, je te pose des questions à la con. Hein. Vicieux. Je suis vraiment vicieux. Voilà. J'y travaille sur les deux, en fait, d'une manière différente et un peu... à l'instinct en fait, hein. C'est pas voilà. Donc comme voilà, travailler, je sais pas, les détails, les expressions des personnages par le dessin et puis après le descriptif, voilà. L'écriture c'est un peu froid, quoi. Le personnage, on dit qu'il dit cela, mais on ne sait pas dans quelle position il le dit, par exemple. Voilà, c'est. Alors que le dessin permet de montrer par exemple la détermination dans un regard ou la tristesse dans un autre. Voilà, c'est deux choses différentes. Ouais. À un moment donné, tu as dit, Seishiro, nous sommes nos propres cobayes. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? Tout à l'heure, en préparation du podcast, quand j'ai parlé de la reconnaissance sociale, tu dis, nous sommes nos propres cobayes. Un peu comme tous les humains. C'est-à-dire que lorsqu'on prend une décision et qu'on s'y tient, on découvre au fur et à mesure des expériences les réussites, les échecs, même ce qu'il y a entre deux, ce qui est mitigé pour les analyser, les comprendre. Et on en parle avec Olaf, justement. Ouais, vous, du coup, on a comme une bonne vous vivez interaction. cette aventure-là à deux, ça doit être énorme. Quoi. C'est un peu plus facile, on va dire. C'est vrai qu'on a un peu plus de recul que d'être seul. C'est quand même c'est plus difficile de se confronter avec des idées qu'on doit réfléchir. Enfin, on doit réfléchir seul à quelque chose. Là, il y a une interaction et tout de suite, on a ce recul qui permet de dire qu'est-ce qui se passe. Et souvent, on se marre bien, en fait, du coup. Par les conclusions, il faut. Est-ce que vous pensez qu'il reste une part d'interprétation pour la personne qui regarde vos illustrations, ou que non, tout est dit quand on illustre quelque chose ?
qu'il n'y a pas eu un moment, parce que par exemple pour le livre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on comparait l'illustration et le livre, on se dit ouais non, justement ça laisse la place au lecteur d'imaginer la position dans laquelle la personne est. Et par rapport au dessin, comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce qu'il y a des fois où vous laissez volontairement des traits non faits, non dessinés pour laisser une marge d'interprétation? Ça c'est le propre du jeu de rôle en fait, peut-être. Alors marrant comme question, je dirais que dans les croquis, on peut se permettre ce type de comportement graphique. Ouais. Dans une illustration terminée, finie, c'est beaucoup plus difficile. Quoique, quand on voit par exemple l'affiche d'Eclipse 9 qu'on a réalisée avec Netza, là on était un trio pour créer cette affiche-là. Ouais. Il a apporté son graphisme à une image qui était un peu dans l'ambiance étrange, parce que la convention justement Eclipse 9 était basée sur une thématique. Du mystère. C'était le mystère, c'était le thème. Et derrière, donc c'était inspiré, en fait, à la base, c'est moi qui ai fait le croquis, qui est inspiré de Arnold Böcklin, donc un peintre, on va dire, qui a peint donc l'île des morts. Et il y a cette interprétation, justement, comme dans les jeux de rôle, sur qu'est-ce qu'il y a après, même s'il y a une barque, même s'il y a un voyageur, même s'il y a une île, pourquoi cette île, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Donc il y a toujours cette interprétation. Et pourtant, c'est de la peinture. Ouais, ça c'est... Ok, d'accord, très bien. C'est peut-être là, justement, qu'on trouve l'indépendance de l'illustrateur. Oui, parce qu'on peut quand même y mettre quelque chose qu'on laisse à l'interprétation de celui qui regarde. Et ça, c'est valable à toutes les époques de la création, on va dire, visuelle humaine. C'est pas évident de parler de l'illustration à travers de l'audio et écoutez. C'est pas facile, mais c'est intéressant. Les illustrateurs sont toujours plus loquaces dans leurs dessins. Alors, chers auditeurs, maintenant, vous avez fini ce podcast. Je vous conseille d'aller voir leurs illustrations. Vous pouvez trouver ça sur chaosspider.blogspot.com, il me semble. Exactement. Ah yes, quel travail, quelle préparation du podcast. Ça aurait nous fini en lien sur un commentaire. Ouais. Ouais, mais quand même. Donc voilà, chaosspider.blogspot.com. Et puis je précise pour les auditeurs qu'il y a 2 petits liens cliquables avec écrit Olaf et Seishiro 7, et que sur ces liens vous pouvez avoir accès à leur statut DeviantArt qui vous permettra de voir un petit peu ce qu'ils réalisent. Donc voilà. Eh bien, merci à vous deux d'être venus nous parler du métier d'illustrateur. Merci Romaric et merci Thomas. Merci à vous. Merci de vos questions. À bientôt tout le monde. Au revoir.